Bonsoir à tous, on se retrouve pour le cercle de lecture de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de vous lire un petit peu un texte qui est une traduction d'un ouvrage consacré à la sémiotique. Alors c'est un ouvrage d'un dénommé Marcel Danesi, qui est en anglais, qui date de 2018, mais dont la première version datait de 1999. Et en anglais, ça s'appelle Of Cigarettes, High Heels and Other Interesting Things, An Introduction to Semiotics. Donc sur les cigarettes, les talons hauts et d'autres choses intéressantes, c'est bien titre anglais. Une introduction à la sémiotique. Et donc, normalement, vous avez le stream qui vous permet d'avoir le texte. Si vous voulez avoir le texte en même temps sur votre écran, je vous le mets dans le textuel du Sénat. Et comme c'est un petit peu long, je pense en lire la première moitié du chapitre introductif, hein, mais voilà, ça peut-être durer une demi-heure, mais je vais peut-être pas tout lire, donc je verrai selon mon état de fatigue. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah, je commence la lecture. Il est 8 heures un samedi soir. Deux personnes d'une vingtaine d'années, toutes deux d'allure cool, sont assises en face l'une de l'autre à une table élégamment dressée dans un restaurant branché situé dans le centre-ville d'une ville nord-américaine. Pour plus de commodité, appelons-les Cheryl et Ted. D'autres couples sont assis à des tables situées dans d'autres parties du restaurant. Les lumières sont de faible intensité. L'atmosphère est incontestablement romantique, soutenue par les sons doux et mélodieux d'un groupe de jazz qui joue en arrière-plan. Cheryl et Ted sirotent des boissons, discutent, se regardent dans les yeux. À un moment donné, ils décident de sortir quelques instants et de se livrer à une activité commune, fumer des cigarettes dans un endroit retiré à l'extérieur du restaurant, réservé aux fumeurs. Fumer est une tradition que ce restaurant particulier a décidé de préserver, malgré la forte opposition des législateurs de la ville, sans parler de la société. La scène dans son ensemble rappelle nettement un classique du cinéma romantique hollywoodien. Ce que Cheryl et Ted ne savent pas, c'est qu'il y a à proximité une sémioticienne, que nous appellerons Martha, qui capte tranquillement et discrètement sur un smartphone leurs actions et leurs conversations à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant. Martha est notre assistante de recherche chargée d'enregistrer les mots, les expressions faciales, le langage corporel et autres comportements de notre couple sur son appareil mobile, afin que nous puissions les disséquer sémiotiquement. Son appareil transmet les images et les sons simultanément à un ordinateur de surveillance à distance auquel nous avons accès. Et je me demande si tout ça est vraiment légal. Commençons par examiner en premier lieu les gestes que nos deux sujets ont faits pour fumer. Au début de la vidéo, nous voyons Cheryl sortir sa cigarette de son paquet de manière lente et délibérée, l'insérer avec coquetterie au milieu de sa bouche, puis amener la flamme d'une allumette vers elle de manière détendue et prolongée. À côté de Cheryl, nous voyons Ted également sortir sa cigarette de son paquet, mais en revanche, il emploie un mouvement brusque, l'insérant dans le côté de sa bouche, puis l'allumant d'un geste rapide de la main. Alors que les deux bouffées s'éloignent, nous voyons Cheryl garder la cigarette entre son index et son troisième doigt, en jetant périodiquement les cendres dans un cendrier extérieur fourni par le restaurant pour les fumeurs, en insérant et en retirant la cigarette de sa bouche, toujours avec des mouvements gracieux, circulaires et légèrement plongeants de la main. De temps en temps, elle jette ses longs cheveux en arrière, loin de son visage. Ted s'appuie contre un mur voisin, garde la tête tendue, regarde droit, tient sa cigarette entre le pouce et le majeur, la guide vers le côté de sa bouche avec des mouvements aigus et pointus. Cheryl aspire lentement la fumée, la maintient dans sa bouche pendant une période relativement plus longue que Ted, expire la fumée vers le haut avec la tête légèrement inclinée sur le côté, et enfin éteint sa cigarette dans le cendrier. Ted inspire brusquement la fumée
en la maintenant dans sa bouche pendant une période de temps relativement plus courte, en soufflant la fumée vers le bas, la tête légèrement inclinée, puis en éteignant la cigarette en appuyant sur le mégot avec son pouce, presque comme s'il effaçait ou détruisait des preuves. Cigarette et parade nuptiale. Bienvenue dans le monde du sémioticien qui est avant tout un observateur des gens, étudiant le comportement des individus et des groupes dans les situations de la vie quotidienne, en se posant toujours la question: que signifie ceci ou cela? La signification est l'entière substance de ce que les sémioticiens étudient, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Commençons donc notre excursion dans le monde fascinant de la sémiotique, en décrivant ce que peuvent signifier les différents gestes et mouvements enregistrés par Martha. Mais avant de commencer, il pourrait être utile de vérifier s'il existe un lien historique entre le tabagisme, le sexe et la romance. Le tabac est originaire de l'hémisphère occidental et faisait partie des rituels des Mayas et d'autres peuples autochtones qui croyaient qu'il avait des propriétés médicinales et de puissantes propriétés mystiques. Comme Jason Hughes l'a bien dit, le tabac était utilisé pour apaiser la faim spirituelle et ainsi obtenir des faveurs et de la chance. La société Arawak des Caraïbes, comme l'a observé Christophe Colomb en 1492, fumait le tabac avec un tube qu'ils appelaient tobago, dont le mot tabac est dérivé. Introduit en Espagne en 1556, le tabac a été importé en France la même année par le diplomate français Jean Nicot, dont le nom est à l'origine du terme nicotine. En 1585, le navigateur anglais Sir Francis Drake a apporté le tabac en Angleterre, où la pratique de la pipe est devenue presque immédiatement populaire, surtout parmi les courtisans élisabéthéens. De là, la consommation de tabac s'est répandue dans toute l'Europe et dans le reste du monde. Au XVIIe siècle, il avait atteint la Chine, le Japon, la côte ouest de l'Afrique et d'autres régions. Au début du XXe siècle, fumer des cigarettes est devenu une activité de la vie courante dans de nombreuses sociétés. Rien qu'en Amérique, plus de 1000 cigarettes par personne étaient consommées chaque année. La société américaine de l'époque croyait que le tabagisme était non seulement très branché, mais qu'il soulageait aussi les tensions et produisait des bienfaits pour la santé physique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins ont encouragé l'envoi de cigarettes aux soldats dans des kits de rationnement. Cependant, les épidémiologistes ont commencé à remarquer vers 1930 que le cancer du poumon, rare avant le XXe siècle, avait augmenté de façon spectaculaire. L'augmentation du taux de cancer du poumon chez les soldats de retour au pays a fini par déclencher un signal d'alarme. L'American Cancer Society et d'autres organisations ont lancé des études comparant les décès des fumeurs et des non-fumeurs et ont constaté des différences significatives dans le taux de cancer entre les deux groupes. En 1964, le rapport du Surgeon General des États-Unis a affirmé que le tabagisme était un danger pour la santé suffisamment important pour justifier l'inclusion d'un avertissement sur les paquets de cigarettes. La publicité pour les cigarettes a été interdite à la radio et à la télévision à partir de 1971. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs villes et États ont adopté des lois exigeant des sections non-fumeurs dans les lieux publics et les lieux de travail fermés. En février 1990, une loi fédérale a interdit de fumer sur tous les vols aériens intérieurs de moins de 6 heures. Aujourd'hui, il existe des lois dans toute l'Amérique du Nord qui interdisent de fumer dans les lieux publics, les bâtiments et les véhicules. Au cours des dernières décennies, l'objectif de la société a été de parvenir à un monde sans tabac. Pourtant, malgré les dangers pour la santé et tous les obstacles législatifs et pratiques, une partie importante de la population continue de fumer. Bien que la perception du tabac ait considérablement évolué dans le monde entier, nombreux sont ceux qui désirent encore fumer. Pourquoi les gens fument-ils, malgré les dangers que le tabagisme représente, et malgré son interdiction pratiquement universelle? Les gens fument, ou du moins commencent à fumer, parce que cela a une signification sociale, ou du moins parce que c'est à la mode. Pour le sémioticien, cela n'est pas surprenant, puisque la cigarette a été perçue, tout au long de son histoire, comme le signe de quelque chose de désirable ou d'attirant. Voyons ce que cela peut signifier. La scène de tabagisme que Martha a capturée sur vidéo est essentiellement identifiable comme un ersatz de parade nuptiale, un rituel prénuptial récurrent, largement inconscient,
ancrée dans les gestes, les poses du corps et les actions physiques qui maintiennent les deux sexes différenciés et hautement intéressés l'un par l'autre. Comme l'a suggéré Margaret Leroy, de telles actions sont effectuées parce que des traditions sexuelles le dictent. Examinons de plus près les gestes de Cheryl qui fume. La façon dont elle a tenu la cigarette de manière invitante entre son index et son majeur, en la caressant doucement, puis en l'insérant au milieu de sa bouche, lentement et délibérément, constitue une séquence de mouvements inconscients qui transmettent un intérêt sexuel à son partenaire. En même temps, elle montre à son prétendant ses doigts et son poignet, des parties du corps qui ont des connotations érotiques. Enfin, ces mouvements de tourbillonnement des cheveux alors qu'elle soulève simultanément une épaule constituent également de puissants signaux érotiques. Les gestes de Ted forment un pendant séquentiel à ceux de Cheryl, soulignant la masculinité. Ses mouvements à elle sont lents, ses mouvements à lui sont brusques. Elle souffle la fumée vers le haut, il la souffle vers le bas. Elle tient la cigarette d'une manière lancinante entre son index et son majeur. Il la tient d'une manière robuste entre son pouce et son majeur. Elle éteint la cigarette d'un mouvement de main prolongé, il l'écrase avec force. Dans l'ensemble, ces gestes traduisent une sensualité douce, une volupté, une sensualité sulfureuse. Ces gestes à lui suggèrent la dureté, la détermination et le contrôle. Elle joue le rôle traditionnellement féminin, et lui, celui de l'homme, dans cette parade amoureuse inconsciente, des rôles déterminés en grande partie par la culture, et surtout par les images de la cigarette qui proviennent des films classiques d'Hollywood et qui peuvent être analysés exactement de la même manière. Fumer dans des contextes tels que celui-ci est essentiellement un plaisir et un jeu romantique. De plus, comme il est désormais interdit par la société, il est probablement encore plus amusant de le faire, du moins pour certaines personnes. L'histoire du tabagisme montre que le tabac a en fait été perçu à certains moments comme une activité souhaitable et à d'autres comme une activité interdite. Mais à presque toutes les époques, comme l'a fait valoir Richard Klein, la cigarette a été associée à quelque chose d'érotique, de socialement ou d'intellectuellement séduisant. Les musiciens fument, les intellectuels fument, les artistes fument, et encore de nos jours, les partenaires romantiques fument, malgré tous les avertissements. Les films nous ont toujours dit que les cigarettes sont des accessoires importants dans le sexe et la romance, tout comme les publicités pour les cigarettes. Fumer est, en un mot, un langage sexuel qui, comme le dit Michael Starr, est conçu pour transmettre certaines qualités du fumeur. Depuis qu'il a quitté le paysage du grand public, le tabagisme est entré dans le monde séduisant des activités interdites. Chaque fois qu'une chose devient taboue, elle devient un symbole puissant. Plus elle est interdite et dangereuse, plus elle est sexy et séduisante. Le tabagisme communique des émotions de rébellion, de défi et de sexualité, le tout enveloppé dans une seule et même chose. Il n'est donc pas étonnant que les réglementations visant à limiter la commercialisation et la vente de produits du tabac aux jeunes aient lamentablement échoué à les dissuader de fumer. Comme l'a bien dit Tara Parker Pope, pendant 500 ans, les fumeurs et les fabricants de tabac ont risqué la torture ou même la mort aux mains des ennemis du tabac. Il est donc peu probable qu'un groupe d'avocats et de politiciens et la menace imminente d'une maladie mortelle fassent tomber l'industrie ou l'habitude. Les gestes de tabagisme que Martha a enregistrés sont exécutés dans des situations similaires dans de nombreuses sociétés laïques. Dans le cadre de rituels urbains de séduction. Ils forment ce que les sémioticiens appellent un code. Les codes sont des systèmes de signes, gestes, mouvements, mots, regards, qui permettent aux gens de faire et d'envoyer des messages significatifs dans des situations spécifiques. Les codes servent de médiateurs dans les relations entre les gens et sont donc des déterminants efficaces de la façon dont nous pensons aux autres et à nous-mêmes. Les habitudes tabagiques que l'on retrouve dans la vidéo de Martha font partie d'un code de courtoisie qui dicte inconsciemment non seulement les styles de tabagisme, mais aussi la façon dont les individus agissent, se déplacent, s'habillent, etc., afin de présenter une personnalité romantique appropriée. La mise en œuvre particulière du code variera dans le détail d'une situation à l'autre, d'une personne à l'autre, mais sa structure de base restera la même. Le code prévoit un script pour les performances sociales. Il n'est donc pas étonnant que les adolescents aient tendance à commencer à fumer,
dès le début de leur tentative de passage à l'âge adulte. Dans plusieurs projets de recherche que j'ai entrepris dans les années 90 et au début des années 2000, j'ai remarqué que les adolescents organisaient le même type de spectacle de tabagisme que nos protagonistes fictifs dans les restaurants, utilisant essentiellement la cigarette comme accessoire cool entre guillemets, bien que dans des situations différentes. Dans les cours d'école, les centres commerciaux, les fêtes. La cigarette à l'adolescence est en quelque sorte un rite de passage à l'âge adulte, une performance ritualisée conçue pour envoyer des signaux de maturité et d'attrait au père. Les spectacles de tabagisme soulèvent des questions essentielles sur les comportements ritualisés. En biologie, le mot sexe fait allusion aux différences physiques et comportementales qui distinguent la plupart des organismes en fonction de leur rôle dans le processus de reproduction. Grâce à ces différences qualifiées de mâles et de femelles, les membres individuels d'une espèce assument des rôles sexuels distincts. Par conséquent, la perception du sexe de l'autre personne est un mécanisme biologique inné ou instinctif comme on l'appelle. Ce mécanisme est sensible aux signaux d'accouplement émis pendant l'œstrus, passage en chaleur. Cependant, à un certain moment de son histoire évolutive, l'espèce humaine a développé une capacité et un besoin de s'engager dans des relations sexuelles indépendamment de l'œstrus. D'autres animaux subissent des changements chimiques et physiques dans leur corps pendant l'œstrus. J'espère que je ne le prononce pas de façon complètement ridicule. Ce qui stimule le désir. Les humains, cependant, ressentent souvent le désir en premier, ce qui produit ensuite les changements dans le corps. Le biologiste Charles Darwin a qualifié les démonstrations de courtoisie d'attitudes soumises, car elles sont conçues pour faire passer le message suivant. Remarquez-moi, je suis séduisant et inoffensif. En fait, les regards timides de Cheryl ouvrent la voie à la séduction. Son haussement d'épaule et son inclination de la tête sont des exemples de gestes de soumission. Cependant, la séduction humaine n'est pas exclusivement contrôlée par des mécanismes biologiques. Le tabagisme n'a rien à voir avec la biologie. Une cigarette est un accessoire symbolique, pas un mécanisme biologique. Fumer se présente comme un texte, littéralement un tissage de signes issus d'un code spécifique. Avec les gestes, les postures corporelles et les autres actions montrées dans la vidéo de Martha, fumer constitue un texte de courtoisie, un scénario inconscient qui est exécuté dans des lieux tels que les restaurants. Par conséquent, l'histoire humaine de la drague comporte beaucoup plus de chapitres qu'une version purement biologique ne le révélerait. La nature crée le sexe, la culture crée les rôles des hommes et des femmes. C'est pourquoi il n'existe pas de rôle de genre universellement pratiqué. Traditionnellement, dans la société occidentale, on attend des hommes qu'ils soient demandeurs de sexe, qu'ils fassent la cour et qu'ils manifestent un intérêt agressif pour le sexe. Mais chez les unis du Nouveau-Mexique, ce sont ces mêmes actions et passions qui sont attendues des femmes. Récemment, un processus sociétal que l'on peut qualifier de minoration du genre, ou encore de tendance à brouiller et même à éliminer les rôles traditionnels des sexes, s'est produit dans de nombreuses cultures contemporaines. De plus, aujourd'hui, les personnes transgenres, c'est-à-dire celles qui s'identifient à un sexe autre que le sexe biologique, ont en fait rendu plus évidente que le genre, à la différence du sexe biologique, est en fait une construction sociale. Les opinions que les gens développent sur le genre façonnent les sentiments et guident leurs tentatives de donner un sens à un baiser, un contact, un regard, etc. Ce sont les produits de l'histoire d'une culture. C'est pourquoi les opinions varient tellement à travers le monde, et même au sein d'une seule société, quant à ce qui constitue un comportement sexuellement approprié et quelles parties du corps sont érotiques. Les gens d'une même culture peuvent considérer les jambes, les lobes d'oreilles et la nuque comme sexuellement attirants. Mais ceux d'une autre culture peuvent ne rien trouver de sexuel du tout à propos de ces parties du corps. Ce qui est considéré comme sexuel ou comme un comportement sexuel approprié dans certaines cultures est considéré comme une absurdité ou un péché dans d'autres. Entrée dans la sémiologie. Maintenant que nous avons identifié les gestes de Cheryl et Ted comme des signes d'un code de courtoisie, notre prochaine tâche est de découvrir comment ce code a vu le jour. Les liens entre le tabagisme et l'attrait sexuel remontent probablement à la création des boîtes de nuit de jazz dans les premières décennies du XXe siècle. Le mot jazz avait à l'origine des connotations sexuelles. Et jusqu'à aujourd'hui, la forme verbale to jazz, je sais pas comment on dit, suggère de telles connotations.
Les clubs de jazz appelés speakeries, voilà, pardonnez mon anglais, hein, étaient des lieux où les jeunes allaient pour socialiser et fumer, à l'abri des regards des anciens, pendant la période de la Prohibition. Cette dernière visait à réduire les comportements sexuels et obscènes, en plus d'interdire la consommation d'alcool. Comme mentionné, tout ce qui est interdit a tendance à devenir attractif. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 20, lorsque les speakeries ont fait fureur le soir. Le code de la cour des fumeurs de cigarettes a été forgé à cette époque. Bien que le tabagisme diminue face à l'assaut de toute la société, il continue toujours, car, comme dans les années 20, il fait partie d'un code qui est perçu comme agréable, sexy et subversif, contre les systèmes qui veulent l'interdire. Les films et les annonceurs l'ont certainement toujours su, à leur plus grand profit. Le réalisateur John Milley, par exemple, a capturé de façon mémorable l'attrait des boîtes de nuit pour les fumeurs de son film de 1945, Jamming the Blues. Dans le premier plan, le grand saxophoniste Lester Young insère une cigarette avec précaution dans sa bouche, puis la balance entre son index et son majeur, tout en jouant un style de jazz lent et doux pour son public nocturne. Les fabricants de cigarettes Camel ont stratégiquement relancé cette scène dans leur campagne publicitaire du début des années 1990, avec des publicités montrant des images d'un chameau, vêtu d'une veste de soirée, jouant du piano dans un cadre de club, une cigarette se balançant de façon suggestive du côté de sa bouche. Ces publicités étaient clairement conçues pour évoquer la fraîcheur, la douceur et la finesse incarnées par les musiciens de jazz d'une époque révolue et désormais mythique. Les subtilités sexuelles de la vie dans les clubs de jazz ont également été saisies par Michael Curtiz dans son film de 1942, Casablanca. La cigarette est l'accessoire dominant dans le café de Rick. Il y a une scène particulièrement mémorable au début du film. Se pavanant impérieusement dans son royaume, cigarette à la main, Rick, joué par Humphrey Bogart, s'approche d'Ingrid Bergman, suggérant du fait qu'elle a un peu trop bu. Vêtu de blanc, tel un chevalier en armure étincelante, Bogart vient en aide à une demoiselle en détresse, entre guillemets, la renvoyant chez elle pour qu'elle dessouille. Alors qu'il la réprimande, Bogart sort une autre cigarette de son paquet et l'introduit dans sa bouche. Il l'allume, la laissant pendre sur le côté de sa bouche. Cette image de fraîcheur était si captivante pour les spectateurs qu'elle est devenue un paradigme instantané de la masculinité, imité par des hordes de jeunes hommes dans toute la société. Dans une scène du film de Jean-Luc Godard de 1959, À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo fixe une affiche de Bogart dans une vitrine de cinéma. Il sort une cigarette et se met à la fumer, imitant Bogart à Casablanca. La cigarette pend à sa bouche et le Belmondo, à l'air dur, s'approche de sa compagne avec un air émoussé. Dors avec moi cette nuit ? L'image de la cigarette bogartienne, comme on peut l'appeler, a trouvé sa place dans les scénarios de nombreux films. Par exemple, dans la scène du poulet en voiture du film de Nicolas Ray de 1955, Rebel Without a Cause, on peut voir James Dean, l'un des deux combattants, au volant de sa voiture, se préparant au combat, avec une cigarette suspendue à la manière bogartienne sur le côté de sa bouche. Dans le film de Michelangelo Antonioni de 1966, Blow Up, Vanessa Redgrave tourne la tête avec enthousiasme sur la musique jazz rock que David Higgins, son amant, a mis sur le tourne-disque. Il lui donne ensuite la cigarette qu'il avait dans sa propre bouche. Elle la prend rapidement, impatiente de l'introduire dans sa propre bouche. Mais non. Hemmings lui donne des instructions. Elle doit ralentir toute la performance. Elle doit aller à contre-courant, comme il dit. Se penchant en avant, Redgrave prend la cigarette et l'insère lentement et de manière séduisante au milieu de sa bouche. Elle s'allonge de façon salace en soufflant la fumée vers le haut. Elle rend la cigarette à Hemmings en ricanant de façon suggestive. Il la prend et l'insère dans sa propre bouche, légèrement sur le côté, dans un style bogartien, visiblement dépassé par le pouvoir érotique de sa performance de fumeur. De telles images sont devenues emblématiques de la mémoire collective de notre culture, même si, à partir du milieu des années 90,
Hollywood est devenu politiquement correct, produisant de moins en moins de films avec des cigarettes. Néanmoins, l'histoire du tabagisme, telle que saisie par les films, explique pourquoi, dans des situations qui appellent à la romance, une utilisation habile de la cigarette comme accessoire continue d'être perçue comme renforçant la romance. Tout cela révèle quelque chose de vraiment extraordinaire sur l'espèce humaine. Les gens font quelque chose, même si cela met leur vie en danger, pour la seule raison que c'est perçu comme intéressant. Un de mes collègues a dit un jour que la sémiotique peut être définie comme l'étude de tout ce qui est intéressant. La cigarette est un signe. Ainsi que la discussion précédente l'a laissé entendre, les cigarettes ne sont pas seulement des cigarettes, entre parenthèses des bâtonnets de nicotine. Comme mentionné, la cigarette est un signe qui évoque des images et des significations de cool sexuel entre guillemets. Elle a également, ou a eu, d'autres significations. Lorsque les femmes ont commencé à fumer au début du XXe siècle, la cigarette était perçue comme un symbole d'égalité et d'indépendance, menaçant pour la culture patriarcale de l'époque. Une marque particulière de cigarette, Virginia Slims, a toujours joué précisément sur cette signification, assimilant la cigarette au pouvoir féminin et à la libération des femmes. Dès le début, la marque a souligné que le tabagisme, autrefois considéré comme une chose masculine, a renforcé le pouvoir des femmes, leur fournissant un accessoire symbolique par lequel elles peuvent tacitement communiquer leur indépendance vis-à-vis du patriarcat. Le fait que les femmes fument leur propre marque entre guillemets de cigarette a en fait été présenté par la société comme un acte subversif. Il est toutefois pertinent de noter que dans les siècles précédents, les femmes fumaient des choses comme le cigare et la pipe, et non la cigarette. Comme le dit Hughes, le tabagisme était probablement le résultat des tentatives des fumeurs masculins pour éloigner leur forme de consommation de tabac de celle des femmes. Alors je m'excuse pour les entre guillemets que j'ai fait un petit peu avant, en fait c'est par entre guillemets au sens où il n'est pas sûr de son expression, c'est des citations en fait, les passages. Des citations traduites. L'objectif fondamental de la sémiotique est d'identifier ce qui constitue un signe et d'en déduire, documenter ou vérifier la signification. Tout d'abord, un signe doit avoir une structure physique distincte. La forme d'une cigarette, par exemple, nous permet de la différencier d'autres matériaux à fumer tels que les cigares ou les pipes. C'est ce qu'on appelle par procuration le signifiant, le représentant, ou même simplement le signe. Le terme signifiant sera utilisé dans ce livre par simple commodité. Deuxièmement, un signe doit faire référence à quelque chose. Dans le cas de la cigarette, il peut s'agir d'un côté cool sexuel, de club de jazz, de Humphrey Bogart, etc. C'est ce qu'on appelle le référent, l'objet ou le signifié. Le terme signifié sera utilisé dans ce livre. Il est plus précis que le terme signification car il implique un lien psychologique inextricable entre la forme, signifiant, et ce qu'elle encode, signifié. Enfin, un signe évoque des pensées, des idées, des sentiments et des perceptions particulières de manière différente chez les personnes. On appelle cela alternativement signification, interprétation ou simplement signification. Bon là je pense que j'ai un peu traduit n'importe comment ce passage. Bon, c'est l'interprétation du signe. Ces trois termes seront utilisés dans ce livre. La cigarette est clairement un signe parce elle est précisément ces trois aspects. Elle a une structure physique, elle fait référence à des idées particulières, et bien sûr, elle évoque des interprétations différentes selon les personnes. Un signe porte en lui une tranche de l'histoire d'une culture. Prenez les cigarettes Salem par exemple. À la fin des années 90, les producteurs de ces cigarettes ont créé un paquet au design abstrait, imitant le style symboliste ou expressionniste. L'entreprise a envoyé par la poste un paquet d'échantillons ainsi que 4 paquets cadeaux, une boîte de thé à la menthe, un paquet de biscuits chinois, une bouteille de gel de massage à la menthe, et enfin une bougie dans tout le pays. Chaque paquet était accompagné d'un coupon pour un paquet de cigarettes gratuits. Le nouveau design du paquet ainsi que la nature occulte des cadeaux ont été conçus pour conférer une aura mystique aux cigarettes. Ce n'est pas une coïncidence si le nom de la marque elle-même évoque l'occultisme. Les procès de sorcellerie de Salem
le résultat de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine, se sont tenus en 1692 à Salem, une ville de la colonie de la baie du Massachusetts. Le nom de la cigarette est en effet un signifiant qui suggère une période chargée en émotions de l'histoire américaine, le signifié, quelle que soit l'interprétation qu'on donne à la cigarette et à l'événement historique éponyme. Le linguiste suisse Ferdinand de Saussure, 1857-1913, est le scientifique qui a inventé les termes signifiant et signifié. Pour Saussure, la signification d'un signe était fixée socialement par convention. En outre, il pensait que le choix d'un signe particulier pour représenter quelque chose était largement arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'était pas motivé par une quelconque tentative de le faire reproduire, simuler ou imiter une quelconque caractéristique perceptible de l'entité à laquelle il se référait. Pour Saussure, les mots onomatopées, des mots qui imitent le son du concept auquel il se réfère, shrips, drip, boom, zap, etc., étaient l'exception et non la règle dans la manière dont les signes linguistiques sont construits. De plus, la nature très variable des onomatopées d'une langue à l'autre lui suggérait que même ce phénomène est soumis à des conventions sociales arbitraires. Par exemple, les sons émis par un coq sont rendus par cock-doodle-doo en anglais, mais également par chi-chi-chri-chri-chri en italien. De même, l'aboiement d'un chien est rendu par bohao en anglais, mais par wawa, prononcé wawa, en français. On dirait plutôt waf en français, hein. C'est pas tout à fait à jour tout ça. Saussure a fait valoir que ces signes n'étaient que des imitations approximatives ou plus ou moins conventionnelles des sons perçus. Cependant, Saussure, un linguiste historique brillant, semble avoir ignoré la nature historique des processus de fabrication des signes. Si l'on peut logiquement soutenir que la relation d'un mot à son référent est arbitraire, les archives historiques révèlent souvent une histoire différente. Il semble que les inventeurs de nombreux mots aient en fait tenté de capturer les sons des choses auxquelles ils se référaient. Ainsi, même un mot tel que débit, qui signifie courir comme l'eau ou se déplacer comme un courant ou un ruisseau, possède des qualités phonétiques qui suggèrent clairement le mouvement de l'eau. Il est peu probable qu'un mot hypothétique tel que ploc ait été inventé à sa place, pour la simple raison qu'il est contre-intuitif en termes référentiels. Entre parenthèses, tous ces débats sur l'arbitraire du signe, ils commencent déjà dans Platon. Il y a des discussions sur ça, le mot et la chose dans Platon. C'est vraiment incroyable. De même, la forme phallique d'une cigarette et son association avec la sexualité ne sont pas absolument arbitraires, du moins pour la perception humaine. C'est ce qui ressort du Rick's Café, dans lequel elle suggère clairement la masculinité, et des publicités de Virginia Slim, où elle subvertit ce sens. L'idée selon laquelle les signes sont initialement forgés pour simuler quelque chose de perceptible à propos d'un référent est en fait celle du philosophe américain Charles Peirce, qui soutenait que les signes sont des tentatives de ressembler à la réalité, mais ne sont plus perçus comme tels parce que le temps et l'usage ont fait oublier comment ils sont apparus. Par exemple, la croix dans les religions chrétiennes est maintenant perçue en grande partie comme un signe symbolique et conventionnel représentant le christianisme dans son ensemble. Cependant, le signe de la croix a évidemment été créé pour tenter de ressembler à la forme réelle de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. La plupart des gens, qu'ils parlent ou non l'anglais ou l'italien, remarqueront une tentative dans les deux mots décrits précédemment, cock-doodle-doo et chi-chri-richri, d'imiter les sons du coq. La raison pour laquelle les résultats sont différents est en partie due aux différences dans les systèmes sonores respectifs des deux langues. De telles tentatives, comme l'a suggéré Peirce, peuvent être facilement reconnues dans de nombreux mots, même si les gens ne les ressentent plus consciemment comme des formes d'imitation. Modèle binaire ou triadique du signe. Ouais, je sais pas si je lis cette partie. Tiens. Ouais, c'est pas très long. Ouais, c'est bon. Il y a encore une question technique à discuter ici avant de poursuivre. Le modèle du signe de Saussure est appelé binaire car il comporte deux dimensions, la forme et la signification.
Et comme nous l'avons vu, le lien entre les deux est considéré comme arbitraire. Néanmoins, il s'agit d'une théorie de l'esprit, car elle suggère que les pensées particulières qui nous viennent à l'esprit sont évoquées par des formes particulières que nous avons créées pour les coder. Et inversement, si une pensée spécifique nous vient à l'esprit, nous recherchons instantanément le mot approprié qui la code. Ainsi, si nous voyons une plante particulière dans notre champ de vision et que nous avons le mot arbre dans notre lexique mental, l'image de notre esprit et le mot forment un mélange. A l'inverse, lorsque nous utilisons le mot arbre, l'image est également évoquée simultanément. Bien que ce modèle de cognition semble aujourd'hui trop simple, il reste intéressant et utile à plusieurs égards. Premièrement, il établit un lien concret entre la forme et le sens. Un signifiant ne peut exister sans un signifié et vice-versa. Les plantes sont perçues comme des impressions indistinctes. Elles se concentrent mentalement lorsque nous avons un mot qui fait une sélection parmi ces impressions. C'est ce qui se produit lorsque nous utilisons le mot arbre. Il fait une sélection parmi un ensemble infini de possibilités et nous permet ainsi de nous concentrer spécifiquement sur un domaine de référence particulier. Mis à part que le fait que la connexion n'est peut-être pas arbitraire comme l'a soutenu Saussure, il s'agit toujours d'une théorie de la cognition remarquable mais simple. La structure binaire se manifeste également dans de nombreux systèmes artificiels, tels que les systèmes d'alarme avec leur structure on-off, les chiffres binaires, les ordinateurs numériques et autres. Le modèle du signe de Peirce est appelé triadique parce que, essentiellement, il ajoute une troisième composante au modèle binaire, l'interprétation. Comme nous le verrons, le modèle de Peirce est encore bien plus complet. Pour le moment, il suffit de dire qu'il suggère un lien inhérent entre la forme et la référence. Les deux interagissent dynamiquement l'une avec l'autre, comme nous l'avons vu avec le flux de mots. Ainsi, plutôt que d'être qualifié d'arbitraire, le modèle est dit motivé. Cela signifie essentiellement que lorsque nous créons des signes, nous essayons de reproduire un aspect sensoriel de leur référent, que Peirce a appelé objet, Peirce, je ne sais pas exactement comment on prononce, que Peirce a appelé objet dans leur structure. Le mot flux est une tentative de simuler le son de l'eau en mouvement, que l'eau en mouvement fait à nos oreilles. De ce fait, les interprétations du signe varient considérablement, comme nous le verrons également. Bien que la distinction entre binaire et triadique puisse sembler quelque peu hors de propos à ce stade, elle est vraiment essentielle, surtout aujourd'hui dans des disciplines telles que les sciences cognitives. Le modèle triadique suggère que nous créons des signes non pas arbitrairement, mais en amalgamant le corps et l'esprit. Dans le modèle binaire, nous pouvons facilement séparer les deux, étant donné la nature arbitraire de la connexion. Le modèle triadique décrit assez bien l'intelligence humaine, tandis que le modèle binaire décrit beaucoup mieux l'intelligence artificielle. Ce qui signifie que les robots n'ont pas d'imagination. Les talons hauts sont aussi des signes. Ah, c'est la meilleure partie, celle-là. La vidéo de Martha au restaurant a capturé de nombreux autres éléments intéressants que nous pouvons examiner sémiotiquement. À un moment donné, Martha s'est concentrée avec son appareil sur les chaussures de Cheryl. Comme vous l'avez peut-être deviné, Cheryl portait des chaussures à talons hauts. Pourquoi ? Dans la préhistoire, les gens étaient pieds nus. Les premiers revêtements de pieds étaient probablement faits de peaux d'animaux que les peuples de l'âge du bronze, environ 3000 avant Jésus-Christ, d'Europe du Nord et d'Asie attachaient autour de leurs chevilles par temps froid. Ces chaussures étaient probablement l'ancêtre du mocassin en peau européen et indigène d'Amérique du Nord, et des bottes en cuir et en feutre encore portées par de nombreuses personnes dans le monde entier. Le but initial de ces chaussures était sans doute de protéger les pieds et de permettre aux gens de marcher confortablement, ou du moins sans douleur, sur des terrains accidentés. Aujourd'hui, il faut réfléchir à ce que sont les chaussures à talons hauts. Et ça, je le dis depuis très longtemps, c'est qu'il faut y réfléchir. J'ai au moins 4 articles sur le sujet sur mon ancien blog. Elles sont inconfortables et gênantes à porter. Et pourtant, des millions de femmes les portent. De toute évidence, l'histoire sémiotique de ces chaussures comporte des éléments qui ont peu à voir avec la protection et la locomotion. Comme les cigarettes, ce sont des signes comme toutes les sortes de chaussures.
Les chaussures à talons hauts sont élégantes, stylées et sexy. La perception des talons hauts comme des chaussures élégantes remonte au XIVe siècle à Venise, lorsque les femmes aristocratiques les portaient pour se distinguer socialement des paysannes et des servantes. Au XVIe siècle, Caterina de Médicis, la reine de France, d'origine florentine, s'est dotée d'une paire de chaussures à talons hauts pour son mariage avec Henri II à Paris en 1533. L'événement a engendré un engouement pour la mode dans l'aristocratie française, entre parenthèses hommes et femmes, encouragé par Louis XIV de France, qui les aurait portés pour augmenter sa taille modeste. D'ailleurs, vous avez un portrait, le fameux portrait de Louis XIV en costume de sacre. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois de ma vie, et avant qu'un article sur le sujet m'ait spécifiquement attiré mon attention, j'avais jamais fait attention. Effectivement, il porte des talons hauts, Louis XIV, en costume de sacre. Des talons hauts rouges. La chaussure à talons hauts était, sémiotiquement parlant, un signe de noblesse. Et plus le talon était haut, plus le porteur était haut placé. C'est au milieu du XIXe siècle que les chaussures à talons, coupées bas, lacées ou boutonnées jusqu'à la cheville, sont devenues une mode chez toutes les classes de femmes qui les portaient pour empêcher leurs robes de traîner sur le sol. Durant cette période, connue sous le nom d'ère victorienne, les chaussures à talons sont devenues, pour la première fois de leur histoire, des signes sexués de la beauté et de la sexualité féminine. La raison en est évidente. Alors là, j'ai mis une note parce qu'en fait, les raisons qui font que les talons ont pris un sens genré féminin sont extrêmement complexes, et voilà, j'ai au moins 4 articles sur le sujet de traduction parce que c'est pas du tout évident. Les talons hauts obligent le corps à s'incliner, ce qui relève les fesses et les met en valeur les seins. Ils donnent également un aperçu des pieds de la femme d'une manière alléchante, accentuant ainsi le rôle des pieds féminins dans l'histoire de la sexualité, comme l'a documenté l'historien social William Rossi. Dans les contes de fées, l'attrait de la chaussure se retrouve dans des histoires telles que Cendrillon et Le Chausson d'or. Cette histoire expliquerait pourquoi les talons hauts sont souvent perçus comme des fétiches, des signes qui évoquent la dévotion envers eux-mêmes plutôt que ce qu'ils représentent. Dans certaines cultures, cette dévotion résulte de la croyance que les chaussures ont des attributs magiques ou métaphysiques, comme en témoignent les récits interculturels dans lesquels les chaussures sont présentées comme des objets magiques. En psychologie, le terme fétiche fait plutôt référence aux objets et aux autres parties du corps à travers lesquelles se concrétisent les fantasmes sexuels. Les fétiches les plus courants sont les pieds, les chaussures, les bas et les vêtements féminins intimes. Les psychologues pensent que le fétichisme sert à atténuer les sentiments d'insuffisance sexuelle, généralement chez les hommes. Toutefois, dans un livre fascinant, Valerie Steele a fait valoir que nous sommes tous fétichistes dans une certaine mesure, et que la frontière entre le normal et l'anormal dans les préférences et les comportements sexuels est en effet floue. Les talons hauts portés par Cheryl lui ont permis d'envoyer divers éléments interprétables liés à leur histoire sémiotique, stylisme, fétichisme et érotisme, autant de significations qui sont renforcées dans les représentations médiatiques et la culture pop de toutes sortes, des films aux publicités. Il semblerait que l'esprit humain soit fondamentalement un détecteur historique de significations, même si celles-ci sont enfouies quelque part au plus profond de lui. Les chaussures à talons font partie de ces réalités symboliques. Claire Underwood, l'impitoyable épouse dans la série politique House of Cards, serait perçue comme moins séduisante, et donc dangereuse, sans ses talons tueurs. À l'écran et dans les publicités, les talons hauts peuvent donner à une femme une apparence plus puissante. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie. Et si vous souhaitez, vous pouvez continuer à lire ensuite la fin de la traduction du chapitre.